Je vous propose de l'écouter. On se retrouve à l'issue de cette intervention. Monsieur le Premier ministre, cher François, mesdames et messieurs les ministres, pour la première fois, le corps diplomatique est convié à une conférence de presse et comme cette rencontre coïncide avec la période des vœux, je voudrais d'emblée, monsieur le nonce, mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous demander de transmettre à vos chefs d'État les vœux chaleureux que la France forme à leur intention et bien sûr à travers eux au peuple qu'ils représentent. Je voudrais également vous présenter à vous, mesdames et messieurs de la presse et des médias, mes meilleurs vœux pour 2011, une année riche d'actualité, mais également, je le souhaite pour vous, riche de bonheur et de succès. Chacun comprendra que j'ai une pensée émue pour votre confrère photographe, notre compatriote Lucas Mebrouk Dolega, mortellement blessé alors qu'il couvrait les événements en Tunisie. Aujourd'hui, je pense à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'aimaient. Lucas Mebrouk Dolega accomplissait son devoir de journaliste. Il ne faisait rien d'autre que son métier. Un métier difficile, exigeant, qui demandait de la passion et du courage. Et Lucas ne manquait ni de l'un ni de l'autre. Il était bien connu ici à l'Élysée, où il venait souvent travailler avec la gentillesse, la discrétion et le grand professionnalisme qui le caractérisaient. Il était apprécié de tous. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont le cœur serré d'avoir vu partir un photographe de talent, et j'imagine que pour vous, c'était un ami. J'ai également une pensée toute particulière pour Hervé Guesquière et Stéphane Taponnier, vos deux confrères otages en Afghanistan, 391 jours dans une angoisse insupportable. Tous les services de l'État sont pleinement mobilisés pour obtenir leur libération. Nous n'épargnerons aucun effort pour essayer de mettre fin le plus vite possible à leur calvaire, comme nous le faisons pour tous les otages dans le monde. Mesdames et messieurs, l'actualité internationale est riche, du Liban à la Tunisie, à la Côte d'Ivoire. Si vous le voulez bien, j'évoquerai dans un deuxième temps de cette conférence de presse toutes ces questions. Et je voudrais dans un premier temps me consacrer au G20 et au G8. Si vous le voulez bien, je ferai un petit propos liminaire, puis je répondrai à vos questions. Et enfin, on ouvrira un deuxième temps de la conférence de presse sur ces questions. Il me semble que c'est plus cohérent. Au cours des 2 derniers mois, j'ai consacré beaucoup de mon temps à consulter des chefs d'État et de gouvernement, bien sûr, mais également des organisations internationales, des syndicats, des représentants des entreprises, des économistes, des chercheurs, d'anciens chefs d'État et de gouvernement étrangers. Je tire de ces consultations le message suivant: si le G20 veut rester légitime, il doit demeurer efficace. Notre objectif est donc d'ouvrir des chantiers de fond qui ne peuvent plus attendre, de façon à être en mesure de présenter des résultats concrets à une opinion publique de plus en plus impatiente. Plusieurs réunions ministérielles seront engagées. Pour le G8, les ministres des Affaires étrangères se réuniront pour préparer le sommet de Deauville. Les ministres de l'Intérieur se verront pour travailler sur la lutte contre les trafics de drogue et en particulier de la cocaïne. Pour le G20, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales seront mobilisés, mais 2 autres réunions ministérielles seront programmées auxquelles j'attache une grande importance, celle des ministres du Travail et de l'Emploi et celle des ministres de l'Agriculture. Des colloques ou des séminaires alimenteront également la réflexion collective et j'aurai l'occasion de me rendre auprès du président Hu Jintao pour un premier séminaire sur la réforme de l'ordre monétaire international en Chine à la fin du mois de mars. L'ambition de notre présidence est simple. Nous vivons dans un nouveau monde. Nous avons donc besoin de nouvelles idées. Ce nouveau monde est marqué par un extraordinaire changement dans l'équilibre des puissances économiques mondiales. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire quand le monde a créé l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, le GATT, les États-Unis représentaient 45% du PIB mondial. En 1975, lorsque le G7 a été créé, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest représentaient à eux seuls les 2 tiers du PIB mondial.
depuis la fin des années 90, nous assistons à un bouleversement extraordinaire de cet équilibre. Le poids de la Chine en 10 ans, 2000-2010, a plus que doublé, dépassant le Japon comme deuxième économie du monde. En 2050, la Chine pourrait devenir la première économie devant les États-Unis, l'Inde la troisième, le Brésil la quatrième. On voit bien que tout ce qui a été créé en 1945 reposait sur des équilibres qui, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Ces transformations, nous les avons pris en compte, partiellement, et c'est notamment ce qui explique la création du G20, qui représente 85% du PIB mondial. Le deuxième constat qu'on peut faire après ce changement d'équilibre, c'est que nous vivons dans un monde totalement interdépendant, de plus en plus volatile, où les déséquilibres, non seulement ont augmenté en rapidité, ils se succèdent, mais ont augmenté en dimension. Alors cette volatilité, nous la retrouvons partout. En préparant cette conférence de presse, j'ai voulu compter le nombre de crises bancaires et de crises financières. C'est assez extraordinaire. Depuis 40 ans, on a recensé 125 crises bancaires. Et si on prend les 40 dernières années, on s'aperçoit que ces 125 crises bancaires ont eu tendance à s'accélérer extraordinairement sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que non seulement les déséquilibres ne ralentissent pas, mais deviennent de plus en plus importants et se succèdent de plus en plus rapidement. Mais si nous regardons les mouvements de capitaux internationaux, depuis 1990, le monde a connu 42 crises d'arrêt brutal des flux de capitaux. Ainsi, entre 2008 et 2009, les flux de capitaux vers les pays d'Asie ont été divisés par 2 en quelques semaines, voire en quelques jours. Comment les pays peuvent-ils résister et gérer une telle instabilité? C'est absolument impossible. Sur les marchés d'échange, là aussi les chiffres donnent le tournis, sont extraordinaires. Le volume quotidien de transactions a dépassé 4 000 milliards de dollars par jour. Je sais bien que ces chiffres n'ont aucune signification pour nos concitoyens, mais ce sont des réalités. Il faut les affronter. 4 000 milliards de dollars par jour, volume quotidien de transactions, sur le seul marché d'échange, en augmentation de 20% depuis 2007, après une augmentation de 72% entre 2004 et 2007. Donc là aussi, ce qui me préoccupe, bien sûr, c'est une idée très banale que de dire qu'il y a de l'instabilité dans le monde. Mais ce qui est moins, c'est de montrer par des chiffres que ça s'accélère à une rapidité stupéfiante. Donc que les conséquences seront de plus en plus graves. Mais cette volatilité sur le marché d'échange, sur les crises financières, sur les crises bancaires, vous la trouvez exactement la même sur le marché des matières premières énergétiques. En 2008, le cours du pétrole sont passés en 6 mois, de 140 $ le baril de Brent à 40, divisé par 3. En 6 mois. Et je ne pense pas que la consommation d'énergie, les besoins ont été divisés par 3 en 6 mois. Mais si vous regardez les matières premières agricoles, la volatilité des prix des matières premières agricoles sur les 20 dernières années a été multipliée par 3. Et ça, c'est parallèle à la financiarisation croissante de ces marchés. Et c'est d'autant plus extraordinaire qu'il faudra une hausse de 70% de la production agricole d'ici à 2050 pour nourrir les 9 milliards d'hommes et de femmes que comptera notre planète. C'est là où vous voyez combien la France sera forte en défendant la politique agricole commune, deuxième agriculture du monde, l'agriculture européenne, alors que les besoins de production agricole devront augmenter de 70% d'ici à 2050. C'est vraiment pas le moment de démanteler la politique agricole commune. Enfin, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prix agricoles sont repartis à la hausse. À la fin décembre, le prix des matières premières agricoles a dépassé, à la fin décembre 2010, les pics atteints en 2008. 2008 n'est pas une année que j'ai choisie au hasard, puisque ça a été l'année des émeutes de la faim. On est déjà plus haut qu'au pic de 2008.
Enfin, les désordres monétaires internationaux dans lesquels nous vivons ont rendu possible un creusement sans précédent des déséquilibres de balance des paiements. Alors là, c'est très simple, les déséquilibres des balances des paiements ont doublé depuis l'année 2000. Troisième caractéristique, je viendrai aux solutions, mais je pense qu'il est impossible d'essayer d'amorcer des perspectives de solutions si on n'essaye pas de nourrir un diagnostic partagé avec nos partenaires. Car naturellement, si le diagnostic n'est pas partagé, il est inutile d'espérer trouver des solutions communes. La troisième caractéristique, c'est les défis globaux, changement climatique, défis du développement qui demandent des réponses globales. Je rappelle, et je rappellerai d'une manière inlassable, que nous avons prévu et promis 100 milliards de dollars par an aux pays en développement à partir de 2020. C'est une promesse. C'est Copenhague. Comment tenir cette promesse alors que nos pays connaissent des déficits budgétaires sans précédent, sans poser la question des financements innovants? Cette question des financements innovants pour la France, une question cruciale. Le G8 nouveau devra ouvrir le débat public au niveau politique, et j'étais très heureux notamment dans ma rencontre avec le président Obama de l'accord qui était le sien pour que nous parlions en G8 de façon très informelle d'Internet. Je précise qu'il ne s'agit nullement de vouloir brider le développement de l'Internet et de ses contenus. Internet est un progrès, c'est incontestable. Internet, c'est une possibilité pour chacun d'avoir accès à une connaissance universelle et il ne viendrait à l'idée de personne de brimer ce développement positif. Mais Internet ouvre, pour les responsables que nous sommes, de grands sujets de réflexion et le G8, c'est 8 économies extrêmement modernes où Internet se trouve extrêmement développé. C'est le lieu pour en parler. La France organisera à la veille du sommet de Deauville un forum avec les principaux opérateurs de l'économie numérique des pays du G8. Je crois qu'il est venu le temps maintenant de se faire confiance les uns les autres et de construire un modèle en additionnant nos compétences, en écoutant ce qu'ont à dire les grands opérateurs d'Internet, dont je suis certain qu'ils sont profondément responsables, en écoutant qu'eux écoutent ce que nous avons à leur dire, pour trouver un chemin pour un Internet civilisé. Alors, j'ai souhaité vous donner un aperçu des défis. Bien sûr, nous ne partirons pas de rien. Notre première priorité en tant que présidence, c'est de nous assurer que les décisions que nous avons prises au cours des 5 précédents sommets du G20 sont bien mises en œuvre. C'est le cas en particulier de la régulation financière. En moins de 2 ans, il y a eu des progrès considérables qui ont été accomplis, même si cette idée a du mal à passer dans l'opinion publique, ce que je sais bien, il n'en reste pas moins qu'elle est juste. De nouvelles règles sur le capital des banques, des hedge funds qui sont aujourd'hui régulés et qui ne dépendaient d'aucune autorité auparavant, des taxes bancaires instaurées pour limiter le risque systémique, l'encadrement des bonus qui aujourd'hui fait consensus. Je vois que Morgan Stanley a annoncé que dorénavant 60% des bonus versés seront versés avec un décalage, un peu plus même que ce que nous avions demandé. Des paradis fiscaux longtemps intouchables, il y a eu depuis avril 2009 600 conventions de transparence fiscale et d'échange d'informations signées. 13 pays ont renoncé au secret bancaire à des fins fiscales et nous disposerons des premières évaluations du Forum mondial sur les cadres juridiques nationaux qui nous permettra de prendre des décisions. Le développement sera un deuxième enjeu majeur pour le G20. Je souhaite que notre double présidence fasse de l'Afrique sa priorité. Nous ferons porter nos efforts sur le développement, sur les infrastructures. Au sommet de Cannes, nous adopterons une liste de projets concrets avec leur financement qui seront mis en chantier immédiatement et le panel de haut niveau chargé de les identifier sera présidé par Tidjane Thiam, président du groupe mondial d'assurance prudentielle, ancien ministre ivoirien du plan et du développement. Je le remercie d'avoir accepté cette mission. Troisième élément, les financements innovants.
j'en disais un mot il y a un instant, la France est favorable à une taxe sur les transactions financières. La France considère que cette taxe est morale, compte tenu de la crise financière que nous venons de traverser, que cette taxe est utile pour dissuader la spéculation, je pourrais m'en expliquer si vous aviez des questions, et que cette taxe est efficace pour trouver de nouvelles ressources pour le développement. Je sais bien que cette taxe a de grands ennemis ou de grands adversaires sur son chemin. Nous essaierons de les convaincre. Nous travaillerons avec M. Mélès, Premier ministre d'Éthiopie, qui a fait un excellent rapport, et la France confiera une mission à une personnalité de la société civile pour trouver des solutions innovantes à la lisière entre le secteur privé et le secteur public. La France considère que la taxe sur les transactions financières est la meilleure, mais qu'elle ne peut pas épuiser à elle seule toute la question des financements innovants. Donc nous sommes prêts à discuter d'autres solutions, même si cette taxe sur les transactions financières, et en répondant à vos questions, je pourrais m'expliquer dessus, nous semble être la meilleure des formules. Dans le domaine de l'emploi et des questions sociales, les partenaires sociaux seront totalement associés aux travaux du G20. Nous organiserons pour la première fois un sommet social à la veille du sommet du G20, parallèlement à un sommet des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un sommet des chefs d'entreprise et pas un sommet social. Et la question pour la France, c'est comment donner davantage de poids à l'Organisation internationale du travail dans la gouvernance mondiale. La France souhaite que nous réfléchissions à la mise en place d'un socle de protection sociale universelle. Ce n'est pas un modèle social unique qui n'a pas de sens, mais un socle. Et la France ne se résigne pas à ce que les 8 conventions de l'Organisation internationale du travail sur les droits fondamentaux du travail ne soient pas ratifiées par tous les membres du G20. Par ailleurs, pour la plupart, membres de l'OIT. Si on est membre d'une organisation, on ratifie les normes produites et adoptées par cette organisation. Alors, instabilité de l'ordre monétaire international, volatilité des prix des matières premières. Toute l'année 2010 a été marquée par le débat sur les monnaies. Certains ont même parlé de guerre des monnaies. La vérité, c'est que l'instabilité du non-système international monétaire, nous vivons dedans depuis 1971. Dire qu'il y a un système monétaire, c'est déjà une grave erreur. Il n'y en a pas depuis 1971. J'ai lu beaucoup de choses et qu'il me soit permis de préciser un certain nombre de ces points. D'abord, la France ne souhaite pas revenir à un système de change fixe. D'ailleurs, il y aurait contradiction à vouloir revenir à un système de change fixe, alors que par ailleurs, nous dénonçons le fait de la volatilité de l'euro qui ne correspond pas à des réalités économiques. Donc le système de change fixe a comme caractéristique de ne pas s'adapter aux réalités de l'économie. La France ne souhaite pas remettre en cause le dollar, qui joue un rôle éminent et doit être une monnaie forte, que le déclare si souvent le président Obama. La France n'est pas davantage favorable au contrôle des capitaux. Bon, ça c'est le socle. Pour autant, une fois qu'on a apporté ces 3 négations, y a-t-il une seule personne dans le monde qui peut affirmer que le système monétaire international fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème? Alors il ne s'agit pas d'aborder ces questions sous un angle idéologique, mais sous un angle pragmatique. Notre ambition, c'est de converger avec nos partenaires sur des propositions concrètes. Notre position est simple, elle se résume d'une phrase: l'émergence de nouvelles puissances économiques conduira inéluctablement à l'émergence de nouvelles monnaies internationales. C'est incontournable. La transition en cours peut être un facteur d'instabilité. Nous avons donc un premier objectif: améliorer notre coopération économique au service de la croissance. Et pour cela, nous allons essayer de mettre d'accord tout le monde sur les indicateurs qui permettront d'analyser les déséquilibres persistants. Avant de s'affronter sur les déséquilibres, la France va essayer de faire converger tout le monde sur la définition des indicateurs qui permettent
de mesurer les dits déséquilibres. C'est fascinant. Chacun se reproche ses déséquilibres, mais il n'y a aucune règle, aucun critère pour définir ce qu'est un déséquilibre ou ce qu'est un excédent. Donc ça, c'est notre premier travail, extrêmement important. Et j'espère que nous aurons, avec les ministres et les gouverneurs, des résultats dès le mois de février prochain. Il s'agira ensuite que chaque État présente les actions de politique économique et les réformes structurelles pour réduire ces déséquilibres. Par ailleurs, nous devons répondre à un certain nombre de questions très difficiles. Comment réduire le besoin d'accumulation de réserves? Évidemment, quand les pays se sont vus se vider des capitaux en quelques jours, ils essayent de s'assurer contre ce risque en augmentant considérablement leurs réserves, en se disant s'il arrive un pépin, j'aurai des réserves. Mais cette accumulation de réserves improductives pèse très lourd. C'est une stratégie coûteuse. Il nous faut encore progresser pour créer de nouvelles facilités du FMI, comme le FMI a d'ailleurs essayé de le faire. Mais comment prendre mieux en compte le caractère systémique de certaines crises qui touchent toute une région et nécessiteraient non pas une réponse nationale, mais une réponse globale et multilatérale. Comment mieux réguler les flux de capitaux internationaux? Le cadre dans lequel nous vivons est aujourd'hui dépassé et la multiplication des mesures unilatérales récentes pose la question de l'établissement de règles multilatérales. Nous proposerons au G20 d'élaborer un code de conduite en matière de gestion des flux de capitaux et à terme, la conviction de la France, c'est qu'une réforme des statuts du FMI est souhaitable pour que prévalent des règles communes et que le FMI exerce sa surveillance dans ce domaine. Donc vous voyez, on fixe des critères qui définissent les déséquilibres, on demande au FMI d'analyser ces critères, de mettre en surveillance l'application de ces critères, et on essaie de faire converger tout le monde dans le respect de ces critères. Enfin, comment assurer la transition vers l'internationalisation des nouvelles monnaies? Écoutez, le DTS, si mon souvenir est exact, a été créé il y a 42 ans. 42 ans après la création du DTS, peut-on s'accorder sur le calendrier et les modalités de l'élargissement du DTS à de nouvelles monnaies, comme le yuan? Et j'étais très heureux de voir que dans le communiqué de discussion entre le président Obama et le président Hu Jintao, la question de l'intégration du yuan dans le DTS a été posée. Mais c'est déjà immense de poser cette question. Quand la France en avait parlé il y a quelques mois, la première, ça avait suscité nombre de polémiques. Alors ces questions sont des questions complexes. Je suis certain que nous ne réglerons pas tous les problèmes en une présidence, mais la France souhaite un débat, car le débat ne peut plus attendre. Je vous annonce en termes d'organisation que j'ai proposé à Mme Merkel, qui l'a accepté, que l'Allemagne co-préside avec le Mexique, qui assurera la présidence du G20 en 2012, le groupe de travail qui sera chargé du système monétaire international. Deuxième question urgente, la volatilité des prix des matières premières. Bon, si nous ne faisons rien, nous risquons des émeutes de la faim dans les pays les plus pauvres et par ailleurs un impact très défavorable sur la croissance mondiale. 4 domaines d'action. Nous voulons la régulation des marchés financiers sur matières premières. Sur certains d'entre eux, il n'existe pas de règles de base contre les abus de marché ou les manipulations de cours. Des travaux sont en cours aux États-Unis et en Europe. Il nous faut des règles communes. Comment expliquer qu'il est normal de réguler les marchés financiers, mais qu'en revanche, on doit s'abstenir de toute règle sur les produits dérivés financiers en matière agricole? Aucun sens. Nous devons améliorer la transparence sur les marchés physiques pour donner de la prévisibilité. Il faut connaître les perspectives de production, de consommation et les stocks. Nous allons proposer de créer une base de données commune, comme celle dont nous disposons sur le pétrole, afin de prévenir les crises alimentaires. Il faut renforcer notre dispositif de sécurité alimentaire. Je pense à un code de bonne conduite pour exempter l'aide alimentaire des restrictions à l'exportation, à la mise en place des stocks d'urgence comme extraordinaire.
que les fonds d'aide alimentaire sont obligés d'acheter les stocks de matières premières au prix le plus fort. C'est-à-dire non seulement la spéculation crée les émeutes de la faim, mais les organisations d'aide alimentaire, pour éviter que les gens ne meurent, sont obligées d'acheter au prix le plus fort. Ça n'a aucun sens. Et c'est porteur d'une explosion fantastique dans des pays et dans des continents où on n'a pas de quoi se nourrir. Et c'est inacceptable. Nous devons développer l'offre agricole, que tous mes amis européens entendent cela, développer l'offre agricole si nous voulons être en mesure de nourrir l'ensemble de la population mondiale. Les ministres de l'Agriculture ont une responsabilité immense dans le cadre du G20. Enfin, je souhaite que nous regardions comment mettre au service des pays les plus pauvres les nouveaux instruments financiers d'assurance pour se protéger des hausses de prix ou des événements affectant les récoltes. Et je viens de confier sur ce point une mission à Pierre Jacquet, l'économiste en chef de l'Agence française de développement. Je vous annonce par ailleurs que M. Medvedev, président de la Fédération de Russie, a accepté de s'investir plus particulièrement dans le cadre de la présidence française sur ces sujets. Un mot pour terminer, en m'excusant d'avoir été sans doute beaucoup trop long, la gouvernance mondiale. Sujet extrêmement vaste. Nous avons réformé le FMI, la Banque mondiale, nous avons créé le Conseil de stabilité financière. J'ai dit notre volonté que le FMI prenne toute sa place dans la surveillance des équilibres mondiaux, mais il reste énormément à faire. La création d'une organisation mondiale de l'environnement, la cohérence de toutes les organisations agricoles, l'action des institutions financières par rapport aux normes fondamentales de l'OIT, la création d'un secrétariat permanent du G20 pour suivre la mise en œuvre de nos décisions entre deux présidences. J'ai demandé au Premier ministre britannique David Cameron qu'il a accepté de travailler plus spécifiquement sur ces sujets. Donc vous voyez, ça vous décrit une présidence française collective. L'ordre du jour et l'agenda maintenant fait consensus. Les solutions ne font pas consensus, ça c'est certain. Mais on a donc beaucoup progressé sur la méthode de travail et sur l'agenda. Il nous reste bien sûr à progresser sur les solutions. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, je me livre à vos questions sur G20, G8, puis dans un deuxième temps sur les autres questions de politique étrangère. Mireille Le Maresquier, France Info. Monsieur le Président, je suis présidente de la presse présidentielle et au nom de mes confrères, donc je vous présente tous mes vœux. Alors ma question est la suivante. Le G20, c'est aussi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, elle a été mise à mal ces dernières semaines avec ce que l'on voit en Tunisie, ce que l'on voit également en Algérie, ce que l'on voit en Égypte. L'Égypte est membre du G20. Est-ce que vous pensez que... Pardon de vous corriger, mais à ma connaissance, l'Égypte n'est pas membre du G20. Bon, l'Égypte, en tout cas, assiste aux réunions du G20. À Séoul, ils étaient là. Voilà, donc ma question, en tout cas, Monsieur le Président, ma question est la suivante. Comment, lorsque vous présidez le G20, peut-on faire avancer la bonne gouvernance quand les jeunes dans le Maghreb ou au Proche-Orient demandent des emplois et quand il y a un fossé entre la corruption des dirigeants et les détournements des fonds publics. Voilà. D'abord, merci de m'avoir rappelé que vous étiez présidente. Je vous en félicite et naturellement, entre présidents, je ne peux avoir que de la sympathie pour vous. Mais j'ai organisé la conférence de presse avec deux thèmes. Excusez-moi, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Non. Vous avez pris comme exemple de gouvernance ce qui se passe en Tunisie. Vous m'avez appelé à réfléchir à ce qui se passe en Algérie et en Égypte. Deuxième temps de la conférence de presse. J'y reviendrai, je vous assure. Bon. Et quant à l'Égypte, elle peut être invitée. C'est un pays considérable. C'est un pays pour lequel la France a beaucoup d'amitié. C'est un pays qui a une place stratégique dans le monde arabe. C'est un pays avec qui nous collaborons vraiment quasiment au quotidien. Mais je rappelle que les 20 pays membres du G20 sont ce qu'ils sont, en Égypte, mais qu'en plus du G20, il y a 5 invités, dont un invité permanent qui est l'Espagne, et j'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, quand j'aurai terminé mes consultations, d'annoncer les 5 invités qui seront ceux de la présidence française. Voilà, excusez-moi de préciser ça comme ça.
François Bachy, TF1. Monsieur le Président, la mondialisation inquiète. Vous l'avez dit vous-même, les objectifs de ce G20 sont complexes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils apparaissent un petit peu déconnectés, éloignés des préoccupations françaises, et comment faire pour rétablir le lien? Monsieur Bachy, sans doute je me suis mal expliqué, mais justement, je pense que profondément, le calendrier, l'agenda retenu par la présidence française est de nature à reconnecter les opinions publiques et le G20. Est-ce que franchement, la régulation du prix des matières premières n'est pas un problème quotidien? Est-ce que vous pensez franchement? Allez donc demander aux éleveurs du centre de la France si le prix des céréales pour nourrir leurs bêtes, c'est pas un sujet quotidien? C'est profondément un sujet quotidien. Les variations entre l'euro et le dollar, sur les 10 dernières années, c'est de l'ordre de 80%. Allez donc demander aux chefs d'entreprise et donc aux salariés de leur entreprise si la question de la volatilité des monnaies n'est pas un sujet profondément quotidien. Mais profondément. Les financements innovants. L'Europe est à 12 km de l'Afrique. 1 milliard d'habitants. Dans 30 ans, 2 milliards d'habitants. Si l'Afrique n'a pas accès à l'énergie et aux grandes infrastructures, les flux migratoires en provenance de l'Afrique, personne ne les arrêtera. La question des financements innovants, 100 milliards de dollars par an, qui permettra de financer des infrastructures, l'accès à l'énergie, n'est-ce pas un sujet du quotidien? N'est-ce pas un sujet du quotidien? Alors, j'entends bien que c'est toujours difficile de faire la connexion entre l'international et le national. Mais le monde d'aujourd'hui, la planète est devenue un village, c'est devenu une idée tout à fait ordinaire. Mais c'est une réalité. La France ne peut pas être abritée derrière une frontière imaginaire. Et l'une des satisfactions de la présidence française, c'est que l'agenda, l'ordre du jour, qui était très contesté il y a 6 mois, n'est aujourd'hui contesté par personne. Il me semble que personne ne conteste les sujets que nous mettons sur la table, et d'ailleurs personne ne nous a demandé de mettre un sujet que nous n'avions pas mis. Donc au contraire, je crois profondément que on a trouvé un équilibre qui me semble intéressant. Tout dépendra alors maintenant, bien sûr, vous avez raison, des résultats concrets. Et c'est une tâche extrêmement difficile, tant les intérêts sont contradictoires et les sujets complexes. Oui, je dis... Arnaud Parmentier, Le Monde. Bonjour, je voudrais avoir des détails sur les résultats que vous voulez obtenir en matière agricole, sur la transparence des stocks. Est-ce que des informations aussi stratégiques peuvent être livrées par l'Inde et la Chine? Est-ce que vous avez leur accord? Est-ce que vous avez un moyen pour empêcher la Russie de ne plus mettre d'embargo sur ses exportations quand elle est menacée elle-même de pénurie? Comment vous garantissez aux pays les moins avancés qu'ils auront, quoi qu'il arrive, accès aux matières premières agricoles? Écoutez, les stocks mondiaux, si on prend le blé, les stocks mondiaux sont en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Sur le maïs, les stocks sont en baisse de 14% par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire pour le maïs, très important, ce qu'on appelle les grandes cultures, les stocks sont au plus bas depuis 1974. On pourrait le traduire autre chose, il y avait 174 jours de consommation devant nous dans le monde, nous sommes tombés à 54 jours. Et nous nous trouvons dans un système où la spéculation nourrit la pénurie nourrit la spéculation. Il y a quelques semaines, sur le marché du cacao, un intervenant financier a acheté à lui tout seul 15% des stocks. Comme ça. C'est-à-dire que sur ces marchés-là, n'importe qui peut acheter n'importe quelle quantité, sans d'ailleurs la payer, la revendre n'importe comment, au moment où il le souhaite, empocher la plus-value, sans être obligé ni d'avoir livraison de la cargaison physique, ni d'avoir bloqué une partie de la somme engagée. Voilà la réalité telle qu'elle est.
Sur la décision de M. Medvedev, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, hein, vous faites allusion aux décisions d'arrêter les exportations de grandes cultures, notamment au Maghreb. Je ne la conteste pas, bien moins l'idée de contester les choses et de montrer du doigt. Eux-mêmes, en Russie, s'étaient trouvés face à de gigantesques incendies. Mais je suis persuadé qu'on peut arriver à un accord pour éviter des décisions unilatérales. Car naturellement, cette décision unilatérale que l'on peut parfaitement comprendre renforce la pénurie, renforce la spéculation et renforce l'attrait d'un certain nombre d'opérateurs financiers pour acheter et bloquer une partie des stocks disponibles. D'ailleurs, au moment où cette décision a été prise dans le monde, figurez-vous qu'il n'existait aucun point sur l'état des stocks exact. Je peux poser une question, il y a la FAO, il y a des organisations mondiales agricoles. Est-ce trop leur demander que de faire le point sur la transparence des stocks? Donc je ne dis pas que c'est facile. Je veux également, parce que j'ai vu dans un journal ce matin que la France n'avait rien compris, bon, c'est une opinion, et que nous voulions fixer nous-mêmes le prix des matières premières. Est-ce qu'on peut avoir un raisonnement stable sur ces questions? Entre le tout libéralisme fou et le tout administratisme compulsif, il y a peut-être une règle moyenne. Par exemple, c'est une des règles que proposera la France, demander qu'un intervenant sur le marché des matières premières bloque une partie de la somme qui représente le coût de la quantité de matières premières agricoles qu'il achète. Est-ce que c'est anormal? Est-ce que ça tue le marché? Nous voulons le marché, mais un vrai marché. Est-ce que c'est censé qu'on puisse acheter des stocks considérables de matières premières sans prendre le moindre risque, sans bloquer la moindre somme, sans engager la moindre livraison de cargaison? Alors, la France dit bien une chose: nous sommes favorables à un marché des produits dérivés financiers en matières premières agricoles, parce que, sans entrer dans le détail, parlant sous le regard vigilant et de Christine Lagarde et de Bruno Le Maire, le marché financier des produits dérivés permet à certains opérateurs de se couvrir financièrement, selon un processus. Donc il ne s'agit pas de tuer ces marchés dérivés, il s'agit de le réguler. Or, il n'y a pas de marché sans règles. La caractéristique d'un marché, c'est d'être régulé. Sinon, ce n'est pas un marché. C'est une foire d'empoigne, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Voilà. Donc, et je suis très heureux que le président Medvedev ait accepté d'animer ce groupe. Je me rendrai d'ailleurs assez prochainement en Turquie, en tant que président du G20, pour convaincre nos amis turcs de l'utilité de ce travail de régulation. Lors de mon voyage en Inde, j'avais beaucoup parlé avec le Premier ministre indien de cette question, et il me semble que les paysans chinois, les paysans indiens, les paysans turcs, les paysans européens, les paysans américains ont le même intérêt à la prévisibilité et à la régulation, dans un monde où nous aurons besoin de 70% de production agricole de plus. Pardon d'avoir été long pour vous répondre, mais c'est vraiment un sujet absolument central. J'admets bien volontiers que ça va être très difficile, mais j'observe qu'il y a 6 mois, lorsque la France a mis ce sujet, la première sur la table de discussion, ça a été des protestations que vous avez entendues comme moi. Mais de quoi se mêlait-on? Tout allait bien, et depuis, regardez ce qui se passe. Monsieur le Président, Alba Ventura d'RTL, vous avez loué le rôle éminent du FMI à l'occasion du G20. Alors je voulais vous demander, est-ce que le G20 pourrait se passer d'un homme tel que Dominique Strauss-Kahn si toutefois il était appelé à d'autres missions? Vous commencez l'année 2011 en pleine forme. Bon, et si en début d'année on raisonnait sur les idées sans personnalisation à outrance? Je suis président français, j'aurai forcément des successeurs. La France est présidente du G20, elle aura des successeurs. Et l'avenir du FMI ne se réduit pas
à la personne de son actuel directeur général. Et donc, ma conviction, c'est qu'il convient d'élargir, et éventuellement par une modification des statuts, le rôle du FMI. Et c'est assez fascinant de voir que dans le monde frappé de tant de déséquilibres, il n'y a pas un organisme international en charge de la surveillance des déséquilibres. Pas un seul. Pas un seul. Par ailleurs, vous avez certainement observé que l'organe dirigeant du FMI, c'est 24 membres. La composition du G20, c'est 20 membres plus 5 invités. 25. Il n'y aurait pas un petit quelque chose à faire entre une instance à 24 et une instance à 25 qui sont par ailleurs à 90% les mêmes? Et est-ce que le FMI ne serait pas davantage dans son rôle en s'intéressant au mouvement de capitaux, au déséquilibre monétaire, aux crises bancaires, plutôt que simplement en se mobilisant pour savoir si tel ou tel pays extrêmement pauvre n'augmente pas trop ses fonctionnaires? Est-ce que c'est pas ça le rôle du FMI? Et si le FMI ne le fait pas, qui le fera? Personne. Voilà. Quant aux capacités de l'actuel directeur du FMI, moi j'avais moi-même tranché le problème en proposant sa candidature au nom de la France. Pour l'agence Reuters, concernant vos plans de réformer le système monétaire global, quel est le soutien que vous avez eu des présidents de la Chine, des États-Unis? Et est-ce que vous avez modifié vos objectifs suite à vos réunions avec ces chefs d'État? Oui, bien sûr. D'abord, je suis très reconnaissant au président Hu Jintao d'avoir accepté que le premier séminaire de réflexion sur l'avenir d'un nouveau système monétaire international se passe en Chine. Ce n'est pas anecdotique. Et ce n'a pas été si facile à obtenir. Et c'est un point extrêmement important. Loin de moi d'ailleurs l'idée de dire à la Chine ce qu'elle doit faire. La Chine est une grande nation, je me garderai de lui faire des recommandations sur sa politique monétaire. J'observe cependant que les pressions inflationnistes qui apparaissent dans ce pays, comme la nécessité heureuse d'augmenter la demande domestique en Chine, conduit le gouvernement chinois à souhaiter une appréciation du yuan, selon un rythme qui lui appartient. Mais c'est extrêmement intéressant ce qui s'y passe. S'agissant du dollar et du président américain, j'apprécie beaucoup, je vais vous le dire, la possibilité qui m'est donnée de parler avec le président Obama, qui est un homme ouvert, avec qui le dialogue est facile, qui représente une grande nation, et qui a des habitudes et des intérêts à défendre. Et je vois bien que, vu des Américains, tout ce qui pourrait paraître comme remettre en cause le dollar peut être vécu douloureusement. Pour autant, le dollar est et restera la devise prépondérante. 62% des réserves de change mondiales, selon le FMI, c'est le dollar. C'est 4%, je crois, pour le DTS. Bon, qui peut penser, 62% d'un côté, dollar, 4% pour le DTS, qui peut penser qu'on peut remplacer l'une par l'autre? Et 85% des transactions mondiales sont libellées en dollars. Donc il s'agit de rassurer nos amis américains, le dollar restera une monnaie absolument prépondérante. Mais la question qui est posée, et je le dis à la presse anglo-saxonne avec beaucoup de prudence et beaucoup d'amitié, monnaie prépondérante ne veut pas dire monnaie unique. Économie prépondérante ne veut pas dire économie unique. Enfin, on a quand même le droit de réfléchir aux choses. On peut quand même avancer des idées. J'ai été de ceux, quand la crise a commencé, vous savez où, qui ont refusé de mettre en cause les États-Unis d'Amérique, parce que ça ne servait à rien. Enfin, on peut quand même se poser la question de l'évolution du système monétaire. À Bretton Woods, il y avait une économie et une monnaie, c'est une réalité. Bon. D'ailleurs, tout ceci présenté comme un affrontement entre nos amis chinois et nos amis américains, c'est un affrontement avec beaucoup d'intérêts communs.
puisque les 2/3 des réserves de la Chine sont libellées en quelle monnaie? En dollars. Croyez-vous que ce soit l'intérêt vraiment de nos amis chinois que le dollar s'effondre? Je ne suis pas sûr. Donc au-delà des positions de principe, au-delà des affrontements qui parfois donnent le sentiment qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a des intérêts communs. Et en tout cas, si on ne parle pas en G20 de ces questions, où en parlerons-nous? Je veux d'ailleurs dire qu'en 1975, lorsque le président Giscard d'Estaing eut l'idée de créer le G7, c'était, vous en souvenez certainement, après une crise monétaire, et c'était d'abord pour parler de monnaie. La question qui est posée aujourd'hui, est-ce que le G7, devenu G8, est légitime à parler de monnaie? Je conteste un peu cette idée parce qu'il n'y a pas la Chine. Et qui viendrait me dire que la Chine et le yuan ne sont pas que la Chine n'est pas devenue une puissance monétaire? On le savait d'ailleurs depuis le président Clinton et de son fameux voyage en Chine. Où parle-t-on de monnaie? Quelle est l'instance pour parler de monnaie et réfléchir là-dessus? Alors, ce qui est sûr, c'est que la présidence française doit faire converger les intérêts et réconcilier les antagonismes sur des sujets qui touchent à la souveraineté nationale et à l'identité de pays. Le dollar vu des États-Unis et le yuan vu de Chine, ce ne sont pas des sujets superficiels. Donc il faut tenir compte de ça. Et malgré tout, je suis persuadé qu'à partir du moment où on commence à en parler, à mettre le sujet sur la table, on est obligé de sortir avec un certain nombre de solutions, même si ça va durer longtemps. Jean-Jérôme Bertolucci, Télé Canal+, vous avez évoqué la question des financements innovants en indiquant que c'était une question cruciale pour vous, que les freins étaient, cela dit, très importants. Est-ce que vous pourriez prendre, notamment sur une taxe sur les activités financières, une initiative au niveau français, voire au niveau européen? Est-ce que la France pourrait montrer l'exemple, Monsieur le Président? C'est un problème de crédibilité. On ne peut pas dire que c'est une question cruciale et ne pas prendre d'initiative. Et vous avez parfaitement raison de dire que si tel devait être le cas, la crédibilité de la question cruciale tomberait. Et donc nous envisageons, j'en ai parlé souvent avec le Premier ministre, qui en est témoin, nous envisageons de prendre des initiatives s'agissant des financements innovants et de la taxe sur les transactions financières. Alors quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes? D'abord, si nous voulons être crédibles, on ne peut pas prendre une initiative absolument seule. Naturellement, nous ne serions plus crédibles, nous serions davantage crédibles s'il y avait quelques pays avec nous pour prendre cette initiative. Je ne désespère pas, parce que certains pays comme l'Allemagne, comme le Japon, ont été assez allants sur la taxe sur les transactions financières. Et un deuxième sujet qui est un sujet technique, et pardon sans doute de rentrer un peu trop dans le détail, mais nous sommes pour que les transactions financières passent essentiellement par les marchés régulés. Si on fait une taxe sur les transactions financières sur les seuls marchés régulés, on risque de promouvoir les transactions financières de gré à gré, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle. Ce n'est pas le but. On ne peut pas défaire d'un côté ce qu'on fait de l'autre. En revanche, je ne trouve pas pertinent l'argument contre le financement innovant sur la taxe sur les transactions financières qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire la séparation entre une transaction spéculative et une transaction qui ne l'est pas. Je pense que cet argument est faux pour une raison simple. C'est que la caractéristique de la transaction spéculative, c'est qu'elle est constituée d'allers et de retours. Alors que la transaction économique, elle se fait une fois pour toutes. La transaction spéculative, j'achète, je revends, je réachète et je revends. Si on taxe le mouvement de transaction, le spéculateur fait plus de transactions que l'acheteur. Partant, la taxe sur chaque transaction pénalisera plus le spéculateur que l'acheteur. Voilà dans quel esprit nous avançons dans ce dossier. Donc, pour nous,
le meilleur des financements innovants, c'est la taxe sur les transactions financières. Mais le pire serait qu'il n'y ait aucun financement innovant. Donc si, par miracle, on arrivait à mettre d'accord sur la taxe sur les conteneurs, ou sur les paquets de cigarettes, ou sur les communications de je ne sais quoi, pourquoi pas? Discutons-en. Nous ne sommes pas fermés. Même nous sommes prêts à un panier de financement innovant. Le seul point sur lequel la France ne peut pas transiger, c'est que le monde a pris à Copenhague un engagement de 100 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres pour éviter le drame, et il n'y a que par les financements innovants que nous y arriverons. Et tant qu'on n'a pas démontré que la taxe sur les transactions financières est impossible, nous nous battrons pour cette taxe. Et effectivement, l'idée qu'on montre l'exemple, pourquoi pas? C'est bien d'ailleurs ce que nous avons fait sur les bonus, avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne. Et déjà à l'époque, tous se mobilisaient en disant « Attention, vous allez détruire les banques en Europe ». Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est tout mon espoir. Il y a une opinion publique internationale. Et l'opinion publique internationale, ça compte. Et si les uns montrent l'exemple, les autres peuvent être un jour obligés de le suivre. Bonjour Monsieur le Président, Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. Par rapport aux matières premières, si je suis bien informé, la Commission européenne est en train de publier une étude qui dit en fait que la spéculation ne contribue pas à l'augmentation des matières premières. Qu'est-ce que vous en pensez? Et question aussi sur le sujet, qui sont vos alliés dans cette lutte? Est-ce que l'Allemagne est à côté de vous là? Merci. L'étude montrant que la spéculation ne conduit pas à l'augmentation du prix des matières premières au niveau mondial, je recommanderai une date pour la publier, le 1er avril. Je pense qu'à ce moment-là, elle sera parfaitement en situation et je suis sûr que chacun l'appréciera. Hein? Bon, mais enfin, si je trouve une ou deux personnes pour penser ça, je lirai avec beaucoup d'intérêt leur argumentation. Ce sera très très intéressant et si je me suis trompé, je serai le premier à le reconnaître avec beaucoup d'humilité. Enfin, on essaie d'être sérieux et les chiffres que j'ai donnés, me semble-t-il, referment un dossier qui est parfaitement clair. Quels sont nos alliés en la matière? Mais je crois tout le monde. Mais en même temps, la difficulté consiste à rassurer les pays producteurs de matières premières pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas les empêcher d'augmenter leurs réserves et leurs excédents, mais qu'eux-mêmes ont le plus grand intérêt à un mouvement régulé. Je m'explique. Un mouvement frénétique de hausse suivra un mouvement frénétique à la baisse. Et plus on sera monté haut, plus on baissera fort dans les pires des conditions. J'étais de ceux d'ailleurs qui pensaient au moment où le baril de Brent était à 140 $, que ce n'était pas l'intérêt des grands producteurs d'avoir un prix du pétrole trop haut, parce qu'à ce moment-là, ça permettait aux pays non producteurs d'énergie fossile d'investir dans d'autres systèmes de recherche qui, à terme, concurrenceraient les énergies fossiles. Tout le monde a intérêt à un mouvement qui n'empêche pas la hausse et la baisse, naturellement, mais un mouvement régulé en la matière. J'ajoute que c'est un point moral. Le jour où vous avez les émeutes de la faim, quel pays autour de la table du G20 pourra dire que ça ne le concerne pas? Quel pays? Je ne vois pas un seul, en tout cas. Le président de la République, Thierry Guerrier, Europe 1, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce socle fondamental des droits sociaux et quelle nature pourrait-il prendre? Est-ce qu'il pourrait être contraignant? Est-ce que c'est crédible dans la mesure où on a du mal à faire l'intégration sociale en Europe, déjà? Écoutez, c'est assez facile et je n'ai pas à le définir. L'Organisation internationale du travail
a adopté 8 normes fondamentales. 8. De mémoire, on ne fait pas travailler les enfants. De mémoire, on ne fait pas travailler les prisonniers. De mémoire, il y a une égalité entre l'homme et la femme. 8. Qui ne définissent pas, voyez-vous, un modèle social unique qui n'a pas de sens et qui n'est pas crédible aujourd'hui. Mais ce socle, ces normes fondamentales, est-ce qu'au moins on peut attendre que tous les pays membres du G20 ratifient ces normes alors qu'ils sont eux-mêmes membres de l'OIT? C'est tout. Je pose qu'une seule question. Pourquoi sommes-nous membres des mêmes organisations? Vote-t-on au sein de ces organisations pour l'adoption de normes et une fois rentrés chez nous, ne transcrivons pas dans notre appareil national les normes que nous avons votées au niveau international? Je veux dire, poser la question, c'est y répondre. Et grâce à la France d'ailleurs, l'OIT est maintenant membre du G20, invité permanent du G20. Alors à terme, le système auquel je rêve et qui ne sera pas adopté durant cette présidence, c'est un système très simple où nous ayons le FMI en charge de la stabilité financière monétaire et de la lutte contre les déséquilibres, une organisation mondiale de l'environnement en charge de l'application des règles environnementales, une organisation agricole qui ne soit pas divisée en multiples organisations, une organisation mondiale du commerce et un ordre mondial qui se mettra en place par le biais de la question préjudicielle qui organisera les rapports entre ces entités internationales. Au fond, quel est le problème d'aujourd'hui? Le marché mondial existe avant la réglementation mondiale. Le marché s'est mis en place avant que la réglementation ne se mette en place. Il faut donc rattraper ce retard pour définir des règles internationales qui laissent la liberté à chacun, mais qui permettent que les pays puissent lutter dans la compétition internationale à égalité de droits et de devoirs. Et c'est ainsi qu'on évitera le protectionnisme. Le jour, l'année où les négociations commerciales entament leur 10e anniversaire d'échec, puisque ça fait 10 ans qu'on négocie, sans d'ailleurs avoir avancé d'un pas. Mais ne gardez pas les micros, donnez-les. Il n'y a pas de problème, donnez à qui vous voulez, mais... Monsieur le Président, à votre Monsieur bouche. le Président, bonjour, Roselyne Fèvre, France 24. Je voudrais revenir sur le dossier de la Chine et des États-Unis. Est-ce que la rencontre Hu Jintao et Obama ne montre pas dans le fond que le G20 est à bout de souffle, c'est un G2, et que dans le fond, le G20 est juste un forum où chacun pose les problèmes et repart avec ses problèmes? Juste une enceinte. Question. Voilà une question optimiste. Eh bien, on se retrouvera à la fin de l'année pour vous dire si vous avez raison ou si c'est moi qui ai raison. Enfin, si on devait s'en remettre à un G2 pour diriger le monde, on n'adopterait pas beaucoup de décisions. Et j'ajoute que la France est très attachée au multilatéralisme et que j'ai suffisamment discuté et avec M. Obama et avec M. Hu Jintao pour savoir ce qu'ils pensent, et ils savent parfaitement que le G2, ça ne peut pas exister. Nous sommes dans un monde multilatéral où chacun a le droit à la parole, et je vais même aller plus loin. J'ai l'intention dans tous les séminaires d'ouvrir la discussion à des pays non membres du G20. Oui, j'aggrave encore mon cas. Alors dans ce cas-là, vous pouvez dans la foulée supprimer les Nations Unies et considérer qu'il n'y a même pas besoin de les réunir. Je crains que vous n'ayez pas un très grand succès à l'arrivée. Voilà. Monsieur le Président. Ce qui ne veut pas dire que les États-Unis et la Chine n'ont pas un rôle absolument majeur à jouer. Mais majeur ne veut pas dire unique. Monsieur le Président, comme chacun a le droit à la parole, je vois G20, G8, Nouveau Monde, nouvelles idées. Sur le constat du Nouveau Monde, vous nous avez dit beaucoup de choses. Sur les nouvelles idées, vous nous avez dit aussi beaucoup de choses.
Mais selon vous, quelle est l'idée principale, l'idée force, l'idée la plus importante, et pourquoi vous ne nous avez rien dit du désarmement? Chacun sait que les dépenses militaires sont considérables, pas seulement en France, et que si guerre économique il y a, et guerre monétaire, il y a peut-être un moyen de trouver de l'argent en réduisant les dépenses militaires. Mais alors, après avoir répondu sur le G20 qui ne servait à rien, voilà que je dois répondre sur le G20 qui devrait servir à tout. Voilà. Et merci de vous être entendu pour me poser ces deux questions parfaitement complémentaires. Le G20, c'est 85% du PIB mondial. Le G20 n'a aucune légitimité à discuter de la question du désarmement. Aucune. Pardon, hein. Ça ne veut pas dire que le désarmement n'est pas une question. Ça ne veut pas dire que les budgets militaires ne sont pas une question. On peut en parler longuement. Mais certainement pas dans le cadre du G20. Si on veut tuer le G20, on lui fait prendre position sur des sujets qui sont des sujets de Nations Unies ou de conférences internationales. Alors ça, c'est un risque pour le G20. Parce qu'il n'a pas la légitimité. Et ça serait un risque très grave. Et il faut absolument résister à la tentation d'un espèce de directoire mondial qui n'a pas lieu d'être. Autant le G20 est légitime à parler économie, finance, monnaie, développement, autant il est illégitime à parler de questions politiques de cette nature. Et je dirais même, allant plus loin, que sur la gouvernance mondiale, la France a un peu retenu la voile de son navire, parce que même sur la gouvernance mondiale, je ne parle pas de la Banque mondiale, je ne parle pas du FMI, la légitimité du G20 comme forum de discussion pour tous les pays qui n'y sont pas, c'est un problème considérable. Voilà. Donc on doit absolument tenir l'équilibre. Et deuxième chose, pour moi le plus important, c'est qu'on va décider ensemble. Et qu'il faut faire converger tout le monde. Il ne peut pas y avoir une majorité et une minorité. Il ne peut pas y avoir des sanctions, mais de la conviction. On est dans un monde multilatéral et l'intérêt de tous, c'est qu'on avance ensemble. Personne n'a les moyens de bloquer la solution des problèmes sans lui-même se trouver exposé. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, parce que j'ai peur de lasser votre attention, à moins qu'il y ait une dernière question sur G20. Olivier Mazerolle, BFM TV. Les Français manifestent régulièrement leur pessimisme devant l'avenir et notamment face à la mondialisation dont beaucoup pensent qu'elle détruit les emplois et crée du chômage. À l'issue de votre présidence, quels sont les points concrets que vous espérez pouvoir leur annoncer qui pourraient les rassurer sur ces questions? Bien sûr, c'est une question que je me pose, mais je suis incapable de vous répondre. Nous n'avons pas terminé le premier mois de notre présidence et vous me dites déjà quels sont les points concrets pour le sommet de Cannes qui aura lieu au mois de novembre. Vous voyez la difficulté. On essaiera de faire au mieux, d'obtenir le plus. Je crois qu'il est honnête de dire que déjà la présidence française a eu une satisfaction avec le fait que tous les sujets qu'elle a mis sur la table sont reconnus comme des sujets incontournables. Nous aurons des résultats, nous nous battrons pour que ces résultats soient le plus importants possible, mais je vous donne rendez-vous à Cannes au mois de novembre prochain. Il est impossible aujourd'hui de dire ce qu'il en sera, je n'ignore pas les difficultés. Nous aurions pu choisir une autre stratégie qui consistait grosso modo à dire le G20 va continuer à appliquer ce qui a été décidé à Washington et à Londres, point. C'était moins risqué, mais pour le monde, c'était une catastrophe. Parce que si le G20 ne parle pas des grandes questions, qu'est-ce qui se passe? Donc nous allons à cette présidence avec beaucoup d'humilité et en même temps d'ambition. Ces questions-là, elles sont posées, elles resteront posées. Et ce que j'espère, c'est que cheminant, nous pourrons avoir sur les matières premières, sur la monnaie, sur les financements innovants, sur les infrastructures, sur l'application des décisions précédentes, des résultats concrets. Mais je vous fais confiance, je n'aurai pas à dresser le bilan, je ne doute pas que dans cette salle, nombreux sont ceux qui dresseront le bilan avec gourmandise et objectivité. Mesdames et messieurs,
s'il y a une constante dans la politique de la France, c'est sa volonté de parler à tous les peuples du monde et de nouer avec eux des liens fraternels. La France appelle au respect de la liberté des peuples à se gouverner eux-mêmes et au respect du droit international, je dirais du droit universel, garant de la paix, de la justice et des droits de l'homme. Parce que le second est la condition de la première. 4 questions permettent d'illustrer cette double volonté de la France. Le terrorisme. La France est la cible du terrorisme et des terroristes. Le terrorisme méprise la vie humaine. Le terrorisme assassine des innocents. Le terrorisme tue ceux qui ont pris des risques pour soulager la misère, pour soigner, pour éduquer, pour contribuer au développement des régions économiques les plus pauvres. Le terrorisme plonge les familles dans l'angoisse, dans la douleur. Cette souffrance, tous les Français la ressentent, la partagent avec les familles des victimes. Comme tous les Français sont révoltés contre cette terrible injustice. Je veux le dire au nom de la France, au nom de tous les Français, à chaque fois qu'un Français est assassiné par des terroristes, la détermination de la France à lutter contre le terrorisme s'en trouve encore renforcée. La peur, la lâcheté, la démission, le renoncement ont toujours conduit dans l'histoire du monde à des catastrophes. Face à la barbarie, face à la contestation si violente des valeurs si profondes qui sont les nôtres, il n'y a qu'une seule réponse possible. La fermeté et le courage. La Côte d'Ivoire, c'est à la souffrance d'un peuple auquel nous unissent des liens très forts que la France se trouve confrontée. En Côte d'Ivoire, et pour la France, les choses sont claires. La Côte d'Ivoire a un seul gouvernement légal et légitime. Un seul. Celui que le peuple ivoirien s'est choisi, qui est reconnu par les Nations Unies et par toutes les organisations africaines, et dont je suis heureux de saluer le représentant ici présent, l'ambassadeur Ali Koulibaly. Le Liban, c'est à une autre histoire commune et une amitié multiséculaire que nous renvoient les menaces qui pèsent une fois encore sur la paix dans cette région du monde. La France veut préserver la miraculeuse diversité du Liban. La France mobilise toute son énergie et tous ses moyens pour que le peuple libanais ne soit pas demain déchiré par une nouvelle crise. Le Liban est un espoir et la France n'a d'autre ambition ni d'autre politique que de faire vivre cet espoir. Les Libanais ont le droit à l'indépendance de leur pays. Et c'est un objectif auquel nous consacrerons beaucoup de moyens, beaucoup de force et beaucoup d'engagement. C'est aux Libanais de choisir leur gouvernement. Et la France soutiendra les institutions légitimes du Liban. En Tunisie, c'est un peuple frère qui a décidé de reprendre en main son destin. Quand on est si proche, quand les destinées individuelles et collectives sont tellement imbriquées, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour comprendre les sentiments de l'autre, bien mesurer ses frustrations et sans doute ses angoisses. Derrière l'émancipation des femmes, l'effort d'éducation et de formation, le dynamisme économique, l'émergence d'une classe moyenne, il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffer dont il nous faut le reconnaître, nous n'avions pas pris la juste mesure. Il y avait le désespoir d'une jeunesse, souvent diplômée, qui ne trouvait pas de travail et qui se sentait dépossédée de son avenir. Il y avait une colère qui venait d'un sentiment d'injustice, il y avait une révolte morale que nourrissait une insupportable corruption. Et puis il y avait une irrésistible aspiration à la liberté, trop longtemps
étouffé qui brusquement s'est libéré. Cette libération ne pouvait venir que du peuple tunisien lui-même. Que le peuple tunisien soit assuré que le peuple français est solidaire de lui dans sa marche vers la démocratie et vers la liberté. C'est avec amitié et avec respect que la France se tient à ses côtés dans cette période cruciale. Une ère nouvelle s'ouvre pour les relations entre la Tunisie et la France, des relations de confiance fondées sur des valeurs partagées, de démocratie et de liberté. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à François Fillon et au gouvernement de préparer un certain nombre de mesures qui seront proposées aux autorités tunisiennes pour leur apporter le soutien de la France dans les circonstances exceptionnelles qu'elles ont à affronter et dans l'urgence à laquelle elles ont à faire face, en particulier sur le plan économique. Je souhaite que dès lors qu'elles répondent aux souhaits du gouvernement tunisien, ces mesures puissent être mises en œuvre au plus vite et pour certaines dès le prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, la France s'attache à la recherche systématique des richesses pillées qui doivent être rendues au peuple tunisien. La France va aussi intervenir auprès de ses partenaires européens pour que la Tunisie obtienne la procédure d'octroi du statut avancé, afin que toutes les objections de principe qui sont maintenant levées puissent aboutir dans les plus brefs délais. Ce sera la plus belle marque de confiance que l'Europe pourra témoigner à la toute jeune démocratie tunisienne. Enfin, je veux dire au peuple tunisien qu'une partie de son avenir se joue dans l'Union pour la Méditerranée, que la Tunisie doit y prendre toute sa place. Il faut que la Méditerranée cesse d'être un lieu de conflit, de violence, de tragédie, pour devenir un lieu de partage, de coopération, un grand espace de co-développement, de création, de culture, de paix. C'est une entreprise difficile, mais plus que jamais d'actualité. Nous appelons tous les gouvernements et tous les peuples d'Europe et de la Méditerranée à donner un nouvel élan à l'Union pour la Méditerranée. Il y va incontestablement de l'avenir de tous. Monsieur le Président, je voudrais poser une question à propos de la Tunisie, justement, puisque vous venez d'en parler. Quelques jours avant la chute du président Ben Ali, Madame Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, a proposé l'aide de la police française à la police tunisienne. On entend bien que ça n'était pas pour se livrer à des brutalités ou à tirer dans la foule, mais enfin, il s'agissait quand même d'aider le régime Ben Ali à rester en place. Certains s'étonnent que Madame Alliot-Marie soit toujours en place. Et donc je voudrais votre sentiment sur la question. Et j'ai une deuxième question subséquente, c'est cette attitude de soutien très clair au régime Ben Ali sera-t-il reproduit à l'égard des autres régimes de la région, dont certains sont également des régimes très despotiques? Ce sont des affaires extrêmement difficiles et je vais vous répondre le plus clairement possible. D'abord, s'agissant de pays qui ont été des colonies françaises, protectorat pour les uns, mais Côte d'Ivoire, c'était la France, Algérie, c'était la France. Quelles que soient vos convictions aux uns et aux autres, vous comprendrez que le président de la République française, en charge des intérêts de la France, doit tenir compte du poids de l'histoire dans le jugement qu'il porte sur les évolutions de chacun de ces pays. Je vous demande d'y réfléchir en toute objectivité. On ne peut pas parler d'un pays avec la même liberté quand il y a 50, 60, 70 ans, moins parfois, ce pays ressentait la colonisation française comme une souffrance, comme on peut parler d'un pays où les blessures de l'histoire soit n'ont pas existé, soit ont été totalement refermées. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important, ça. La puissance coloniale fut-elle quelques décennies en arrière, est toujours illégitime à prononcer un jugement sur une affaire intérieure de l'ancienne colonie. Et vous le savez. Et tout le monde le sait. Donc je revendique une certaine réserve
lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France et qui ne le sont plus. Parce que je ne veux pas que la France soit assimilée à un pays qui a gardé des réflexes coloniaux. Et il y a, me semble-t-il, une très grande contradiction à afficher le principe de la souveraineté de chacun, le respect des pays à s'administrer par eux-mêmes et l'obsession de faire intervenir la France à tout moment de la vie de ces pays. Hein, je revendique cette réserve ou ce recul. Bon, spécialement pour l'Algérie, mais pas que pour l'Algérie. J'observe d'ailleurs que ceux-là même qui me reprochaient dans la conformité à ce qu'ont fait mes prédécesseurs, mais après tout, c'est moi le président, donc c'est normal qu'on me fasse le reproche à moi, de ne pas m'être assez inséré dans les événements tunisiens, sont les mêmes qui m'ont reproché la précipitation sur la Côte d'Ivoire, alors même que les Nations Unies avaient surveillé les élections, garanti les élections et annoncé qu'il n'y avait qu'un seul président, le président Alassane Ouattara. Donc, je revendique cette réserve. Bon. Si la France n'avait pas eu la même histoire avec le Maghreb, sans doute mon attitude et mon propos seraient-ils plus libres. Mais peut-être ai-je tort, mais en tout cas, je revendique en tout cas cette dimension-là. Parce que, très rapidement, le pays qui a le sentiment qu'une influence étrangère se manifeste trop lourdement rassemble toutes ses forces contre l'étranger. Et vous le savez très bien, vous connaissez très bien ces formules. Deuxième remarque que je voudrais faire, qui n'enlève rien à ce que j'ai dit dans mon propos, hein, est liminaire. La France abritait la quasi-totalité de l'opposition démocratique tunisienne. Comment peut-on dire que la France n'a pas aidé la Tunisie alors que la France a ouvert largement à toute l'opposition démocratique tunisienne son pays? Ça me l'a été assez reproché par les autorités tunisiennes, qui n'ont cessé, à chaque fois qu'un ministre, ou que moi-même, nous nous rendions en Tunisie, de reprocher les complots ourdis par la France parce que toute l'opposition tunisienne démocratique était en France. Si elle était en France, c'est donc bien qu'on les a acceptés et même protégés. Et même protégés. Et je ne parle pas des islamistes qui, pour des raisons que vous connaissez, se trouvent à Londres. Ce que je n'aurais pas accepté, pour certains d'entre eux. Donc l'opposition est ici. Et ça a donné l'objet de grandes polémiques. Troisième élément, nous surveillons avec préoccupation les évolutions dans un certain nombre de pays, en nous gardant bien de donner le sentiment de nous en mêler et de vouloir promouvoir un type de gouvernement confortable pour la France et qui n'aurait pas été saisi par les autres. Je dis attention. Quatrièmement, tout ce que les autorités légitimes de Tunisie nous demanderont, nous le ferons. Mais je rappelle que le général de Gaulle avec le président Bourguiba avaient des rapports, que le président Pompidou, le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand, ils avaient raison, avaient des relations avec le régime qui était en place en Tunisie, à moins qu'on coupe toute forme de relation avec eux et qu'on discute dans le monde qu'avec ceux à qui on n'a aucun reproche à faire. Faisons attention d'ailleurs qu'eux-mêmes n'aient pas des reproches à nous faire. Et ça dessine
les contours d'une France qui donnerait des leçons. Image qui nous a fait beaucoup de mal, parfois dans le passé. Et que vous-même, vous avez été très rapide à stigmatiser, sans doute à juste raison par le passé. Enfin, s'agissant des déclarations de Mme Alliot-Marie, enfin, vous-même, vous avez répondu à la question en assurant avec beaucoup d'éloquence la défense de Mme Alliot-Marie. Je ne saurais faire mieux, puisque vous avez dit naturellement Mme Alliot-Marie n'avait pas la volonté, en quoi que ce soit, d'assurer quelques sentiments défavorables aux manifestants, mais simplement d'éviter qu'il y ait plus de drames. La forme a pu porter à polémique, j'essaie de me tenir éloigné des polémiques. Les intentions, elles étaient tout à fait transparentes, vous les avez vous-même soulignées. Et j'essaie, sur des questions de cette importance, de ne pas me laisser distraire par la polémique, de rester sur les affaires de fond. Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté, c'est pas de soi. Mais en même temps, restons sur une prudente réserve très amicale à l'endroit du peuple tunisien. Et quand je propose que la France soit l'ambassadeur de la Tunisie pour qu'elle obtienne ce statut avancé avec l'Europe, je crois que c'est une réponse à la hauteur des enjeux. Voilà. Monsieur le Président. Et je ne dis pas que c'est simple pour autant tout ceci. Et j'en vois beaucoup qui savaient exactement ce qui allait se passer, mais qui auraient gagné à nous le dire avant. Ça nous aurait permis d'éviter sans doute des approximations. Monsieur le Président. Mais je vous l'avais bien dit, d'après les événements, correspond en général à un silence sidéral avant les événements. C'est classique. Monsieur le Président, Hervé Favre, La Voix du Nord. Il y a 8 jours, vous étiez à Lincel, donc pour l'enterrement des 2 jeunes Français tués lors du raid pour leur libération. Est-ce que, après le résultat dramatique de ce raid, il vous est arrivé de douter de la décision que vous avez prise? Et est-ce qu'il faut, au contraire, voir dans cette décision un changement dans la stratégie française par rapport aux prises d'otages et que vous reprendriez cette même décision dans des circonstances similaires? D'abord, nos 2 jeunes compatriotes n'ont pas été tués, ils ont été lâchement assassinés. Et les mots ont un sens. Vous me demandez si j'ai douté. Et vous savez, devant les 2 cercueils, je me posais des questions, bien sûr. Et qui ne s'en poserait pas? Ces 2 jeunes. L'un allait se marier quelques jours après avec une Nigérienne. L'autre venait pour la première fois sur le territoire du Niger. Il y était depuis exactement 1 heure. Et on les tue. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient français? Ils étaient européens? 25 ans? Ça a sans doute été pour moi, avec le retour des cercueils d'Ouzbine, un de nos soldats tués, l'un des moments les plus émouvants. Et forcément, on se pose des questions. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Et à partir du moment où ces 2 jeunes sont morts, je ne peux pas m'en satisfaire. Et en même temps, après mûre réflexion, après en avoir parlé avec le Premier ministre, avec le ministre de la Défense, je crois que c'était la seule décision à prendre. Je ne vous le dis pas de gaieté de cœur. Hein. Pourquoi? Parce qu'imaginez la même conférence de presse, les mêmes journalistes et le même président. Vous sauriez que les autorités du Niger nous avaient demandé de les aider à arrêter un convoi bourré de terroristes avec 2 de nos jeunes compatriotes dedans. Et que je l'ai refusé. Que m'auriez-vous dit? Quelle question me poseriez-vous aujourd'hui? N'y aurait-il pas ici quelqu'un qui pourrait penser que la France a choisi la complicité lâche, passive, avec les terroristes? Le ministre d'État, comme le Premier ministre d'ailleurs, se sont expliqués très en détail sur les circonstances de l'intervention.
Ce ne sont pas nos soldats qui ont tiré les premiers. Quand les hélicoptères sont arrivés, le feu a été nourri de la part des terroristes. À ce moment-là, l'intervention commençait. Pour faire clair, la France discute chaque fois que l'on peut discuter, parce qu'il y a une volonté commune de discuter. Et c'est ainsi que nous avons ramené à la maison notre compatriote Kamat, qui avait été pris en otage au Mali. Ne croyez pas que j'ai oublié M. Germano, et le fait qu'il fût septuagénaire ne m'enlève pas un poids sur la conscience non plus. Mais il n'y avait pas de volonté de discuter de la part des terroristes. Donc la position de la France, c'est face au terrorisme, il n'y a que la fermeté. Ou alors c'est votre sécurité à vous tous qui sera gravement engagée. Commençons à être faibles, et on ne sera jamais assez faible. Commençons à mettre un genou à terre, et on ne s'inclinera jamais assez. Commençons à composer avec ces gens, et on composera jamais assez. Commençons à nous excuser, et aucune humiliation ne sera suffisante. C'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que je suis heureux de ce qui s'est passé, et ça ne veut pas dire que je ne me pose pas des questions, monsieur. Je m'en pose. Mais sur le fond, chaque fois que les démocraties se sont aplaties, elles l'ont payé très cher. Et de beaucoup plus de morts. Le refus de voir la vérité en face, on le paye très cher. La faiblesse comme argument politique et comme positionnement, elle ne vous est jamais pardonnée. Et je redis, comme l'a dit Madame Alliot-Marie d'ailleurs, à nos compatriotes, n'allez pas dans cette région du monde, sauf si vous en avez une obligation incontournable. Monsieur le Président, Michael Darmon-Itélé, vous venez de développer une nouvelle idée, celle de la réserve française. Comment peut-elle se concilier avec la notion d'influence de la France que vous avez mise en place et prônée au début de votre mandat? Et notamment, vous avez évoqué aussi l'Union pour la Méditerranée. On voit qu'à travers les récents dossiers, eh bien, on constate un peu aussi son impuissance politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. L'impuissance politique de qui? De l'Union pour la Méditerranée. Merci. Bon, moi, je crois au contraire que plus nous saurons être réservés sur un certain nombre de questions sur lesquelles, par ailleurs, on ne nous demande pas spontanément notre avis, plus nous serons influents. Plus nous voudrons faire de l'ingérence, et moins nous serons influents. Alors, j'accepte bien volontiers qu'il y a la contradiction entre des principes universels que la France défend et un principe de respect de la souveraineté d'autres que la France défend aussi. Il faut trouver le bon équilibre. Je vous l'ai dit, s'agissant de la Tunisie, il y a sans doute une sous-estimation de la France. Mais enfin, de là à se livrer dans un vaste mouvement qui viserait à expliquer aux Algériens, aux Marocains, aux Jordaniens, aux Syriens, aux Égyptiens, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire, en tant que président de la République, j'appelle à une grosse prudence. Ces pays sont indépendants et sont souverains. Grande prudence. Quant à l'Union pour la Méditerranée, j'y crois beaucoup. Mais vous savez parfaitement pourquoi il y a blocage. Et la France prendra des initiatives pour relancer les choses. Et là aussi, quand on voit l'importance que j'attache à la paix au Moyen-Orient, la nécessité qu'il y aurait à ce que Israël et les Syriens discutent de la paix, comment convaincre les Syriens sans discuter avec eux? Comment aider les Égyptiens sans discuter avec eux?
Comment ouvrir l'Orient aux réalités du monde moderne, tout en acceptant de discuter que s'il se livre à une démocratie parlementaire comme la nôtre? Comment faire? Si la question était simple, ça se saurait. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, et c'est cet équilibre qu'essaye de trouver la diplomatie française, qui reste entendue de tout le monde dans cette partie du monde, et il faut bien qu'il y ait des gens pour discuter. Monsieur le Président, Christian Mallard, France 3, l'intégrisme islamique gagne du terrain un peu partout, on le voit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Maghreb aussi. Ne craignez-vous pas que les islamistes, qui sont déjà souvent le réceptacle du désarroi, de la détresse de populations qui luttent pour leur liberté bafouée, ou pour de meilleures conditions de vie, tout simplement, ne soient récupérés en Tunisie? Il faut faire confiance à cette jeune démocratie tunisienne. Mais enfin, si vous faites écho à des événements du passé dans d'autres pays, c'est un sujet de préoccupation. Mais lorsque mes vœux aux autorités religieuses, j'ai plaidé pour les chrétiens d'Orient, je sais que dans un certain nombre de pays, la presse, et notamment la presse arabe, a considéré cette intervention comme une intolérable ingérence dans leurs affaires intérieures, qui a créé polémique. Et pourtant, si c'était à refaire, je le referais. Le risque de l'intégrisme islamiste existe, mais il ne peut pas justifier des comportements de corruption ou de refus d'une ouverture démocratique, dont on peut même penser que ces comportements renforcent la montée de l'extrémisme. Donc il faut trouver un équilibre, encore une fois, qui n'est pas si simple. Monsieur le Président, Michel Bonajem du quotidien Charq El-Awsat. C'est une question qui concerne le Liban. Vous avez manifesté dans vos propos liminaires votre intérêt à ce pays, à la stabilité du Liban. Vous avez lancé l'idée il y a quelques jours de la création d'un groupe de contact qui apparemment n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. On sait tous que le président du Conseil, M. Hariri, a été contraint à démissionner. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider le Liban alors que les consultations pour la désignation d'un nouveau chef de gouvernement ont commencé tout à l'heure? Merci. Aujourd'hui est une journée cruciale puisque c'est aujourd'hui que le président Sleiman et le président Nabi Berri vont procéder au comptage des voix au Parlement. La France s'est rapprochée de la Syrie parce que la France considère qu'il est indispensable de mettre la Syrie dans les discussions pour sortir d'un certain nombre de crises. La Syrie est voisine du Liban, chacun le sait. Mais la France se sert de cette amitié pour dire à la Syrie que le Liban est indépendant et doit le rester. Et que le tribunal pénal international doit aller jusqu'au bout de son travail. Alors après, qu'est-ce qui sortira des consultations et quel sera le Premier ministre libanais? Ce n'est pas à la France de le définir. Même si nous avons reçu tous les acteurs de la vie politique libanaise. Le groupe de contact, je n'y ai pas renoncé. Je l'ai proposé à la suite d'un entretien que j'ai eu à New York avec le roi d'Arabie Saoudite qui m'indiquait qu'il renonçait lui-même à servir d'intermédiaire entre la Syrie et le Liban. Nous ne sommes pas les seuls dans ce groupe de contact. Il y a l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Syrie, l'Égypte, les États-Unis et bien sûr les présidents libanais. Je dis les présidents libanais puisque il y avait les trois présidents à l'époque qui sont le président de la République, le président du Parlement et le président du gouvernement. La France, de par son histoire, doit être aux côtés du Liban, puis la France a des soldats au Liban, sous mandat des Nations Unies.
Et la France veut dire que la crise sert les extrémistes. Car ça permet de détourner l'intention de dossiers comme l'armement nucléaire de l'Iran. Et combien de temps va-t-on considérer comme normal que les Israéliens et les Palestiniens ne négocient pas et ne parlent plus? Combien de temps? Tout le monde connaît les données de la paix. Tout le monde. Et tout vient de ce blocage-là. Et donc il va bien falloir que l'Europe prenne des initiatives pour sortir de ce blocage, qui est intolérable. Et pardon de le dire, mais le Liban est la victime collatérale de ce blocage. Et nous refusons toute instrumentalisation du Liban au service d'intérêts qui sont des intérêts extérieurs, chacun le sait. Et donc il est venu le temps de relancer les négociations, et la France notamment proposera l'organisation d'une conférence des donateurs pour le futur État palestinien, à une condition, c'est que cette conférence des donateurs est une dimension politique. L'Europe ne peut plus continuer à payer et à être tenue à l'écart des discussions politiques. Si encore les discussions politiques avançaient sans l'Europe, on pourrait dire, c'est comme ça, mais en plus ça n'avance pas. Alors, et voilà ce qui se passe au Liban. On avait réussi à ramener un peu de concorde et de paix depuis 2 ans et demi. Et le blocage des discussions, tout le monde sait qu'il y aura un État palestinien. Et tout le monde en voit les contours. Et tout le monde sait que la sécurité d'Israël sera vraiment garantie le jour où il y aura un État palestinien moderne, viable et démocratique. Pourquoi ne pas avancer? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que je pensais que commencer à discuter des colonisations était une erreur, pour une raison simple, c'est qu'il y a des colonisations qui posent problème parce qu'elles seront en territoire qui ne sera plus israélien, et d'autres qui ne posent pas de problème puisqu'elles seront dans la partie du territoire qui restera Israël. Tout le monde le connaît d'ailleurs. Tout le monde a les cartes en tête, et depuis le temps qu'on en discute sans avancer, on a eu le temps de réfléchir. Voilà. Et voilà le résultat, c'est qu'avec une crise entre les Israéliens et les Palestiniens qui n'avance pas, on a de nouveau une crise au Liban, et ça va continuer. Voilà. Peut-être une dernière question. Monsieur le Président, James Keaton d'Associated Press. On a eu un reportage hier parlant des otages qui seraient pris à Arlit et qui seraient peut-être plus au Mali. Et si vous avez des informations là-dessus. Et par ailleurs, on a eu aussi de nouveaux propos de Osama Ben Laden ce week-end par rapport aux otages détenus par Al-Qaïda. Comment estimez-vous son état de nuire à Osama Ben Laden et quel sérieux prenez-vous ces propos de lui? Non, mais je n'ai pas l'intention de discuter ou de répondre à ce monsieur, ni de près ni de loin. S'agissant des otages, nous pensons qu'ils sont en vie. Nous en sommes certains. Notre préoccupation est grande. Et il n'y a pas de jour sans que nous nous en occupions. S'agissant des otages en Afghanistan, ils sont en vie. Et moins j'en dirai, mieux ça sera. Voilà. Je comprends parfaitement qu'ici une famille, là un proche, là un comité de soutien, perdre son sang-froid, c'est parfaitement naturel, et disent des choses. Je ne leur en veux pas du tout. Mais nous n'avons pas le droit à ça. On parlera de tout ça lorsqu'ils seront rentrés à la maison. Et c'est ça l'objectif. Tout le reste, ce seront des commentaires qui seront balayés par les faits. Voilà. Et moi, je ne peux pas parler. Parce que quand il y a la vie de gens qui sont en jeu, il faut de la discrétion. Une dernière question. Un Mougaret ?
C'est pas moi qui choisis. Oui, Nathalie Nogueret de Le Monde. Monsieur le Président, vous avez essayé d'expliquer votre politique pendant ces événements en Tunisie par un souci de réserve pour ne pas prêter le flanc à des accusations de réflexe postcolonial. Or, vous êtes resté silencieux lorsque au moins 78 personnes ont été tuées par la police tunisienne dans des événements lors de la répression. Peut-on concevoir qu'une déclaration de la France à propos de ces morts aurait été considérée comme un réflexe postcolonial? Comment expliquez-vous votre silence? Merci. Bon, ce n'est pas exact. La France a publié de l'Élysée 2 communiqués. Le Premier ministre comme le ministre des Affaires étrangères ont pris la parole pour dénoncer ces faits. Mais encore une fois, je ne veux pas polémiquer avec vous là-dessus. Chacun jugera. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu encore plus de morts qu'il convenait de dénoncer aussi. Je vous ai dit ce que je pensais de la situation en Tunisie. Mais dire que nous sommes restés silencieux devant les morts, je ne pense pas que ça soit exact, voyez-vous. Je pense que c'est un peu exagéré, même. Mais enfin bon. C'est la liberté de la presse et je ne la conteste pas. De la même façon que vous ne contesterez pas que nous avons accueilli tous les opposants tunisiens. Mais je ne vais pas recommencer ma réponse sur la Tunisie et ce que j'ai dit par ailleurs sur le sentiment de sous-estimation qui était difficile de ressentir, mais que sans doute la France a ressenti depuis bien longtemps à l'endroit du peuple tunisien, qui est un peuple frère, qui est un peuple ami, aux côtés de qui nous nous trouvons. Voilà. Une dernière question, peut-être, Monsieur Menas. Vous ne voulez pas que vous disiez... Alors, vous n'êtes pas frustré de questions, vraiment, à chaque fois c'est vous. Mais c'est vos collègues. À chaque fois c'est vous, franchement. Hein. Honnêtement, on ne peut pas dire que vous soyez frustré de questions. Non. Hommage soit rendu à votre dynamisme. Monsieur le Président, Frédéric... Allez, les deux. Toute petite question. Soyez galant, voilà. Et puis l'agence de presse allemande, si jamais la question se pose, est-ce que la France sera prête à accueillir le président algérien Bouteflika en France? En visite officielle. Vous voyez l'exploitation qui pourrait immédiatement être faite de ma réponse dans un grand pays comme l'Algérie. Et vous voyez vous-même, c'est tout à fait normal que vous vous posiez ces questions ou ces sentiments. Et moi j'ai une différence, c'est que je suis en charge de responsabilité. C'est une grande différence. Voilà. Monsieur Aziza. Monsieur le Président, Frédéric Aziza, LCP Radio J, vous disiez tout à l'heure, je vous cite, que la lâcheté, la démission, le renoncement ont toujours conduit à la catastrophe dans l'histoire du monde. Est-ce que, s'agissant du dossier nucléaire iranien, il y a un risque de catastrophe et éventuellement comment l'éviter par la négociation ou peut-être par l'action militaire? Moi, je pense que les sanctions en la matière commencent à produire leurs effets. Et qu'il faut renforcer les sanctions. Et que la France, c'est sa politique, est toujours extraordinairement réservée sur le principe d'une intervention militaire. Je le dis dans ce cas-là, mais je le dis aussi dans le dossier de la Côte d'Ivoire. Il y a des sanctions, il y a la politique, il y a la diplomatie, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut rester contre la communauté internationale. On parle beaucoup des défauts de la mondialisation, on a raison, mais il y a quelque chose qui a progressé avec la mondialisation, c'est les juridictions internationales. C'est le fait que tout dictateur sait qu'un jour il sera poursuivi et qu'il devra rendre des comptes. Et c'est le fait qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où on puisse se dire qu'on peut vivre caché. C'est un progrès de la mondialisation. Et c'est à ce titre que je crois à l'impact des sanctions, de la diplomatie et de l'engagement politique. Bonne année à tous. Merci.